Céline Guivarch, bonjour. Vous êtes chercheur au CIRED, spécialiste en économie de l'environnement et votre domaine de prédilection est le changement climatique. Alors justement, du 28 novembre au 12 décembre dernier, 194 pays se sont réunis à Durban, en Afrique du Sud, pour essayer de trouver un accord concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Quel était l'enjeu de cette conférence? Déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que cette conférence s'inscrit dans le temps long, puisqu'en fait, c'est la 17e conférence des parties à la Convention climat qui a été signée donc, en 92. Et l'enjeu de cette 17e conférence des parties, alors il y avait un enjeu multiple. D'abord, de trouver une suite au protocole de Kyoto, qui lui a été signé en 1997 à Kyoto et qui plaçait des plafonds d'émissions pour les pays dits développés. Et ce protocole a une période d'engagement qui dure de 2008 à 2012 et donc il va bientôt devenir caduc. Et donc c'était très important de trouver une suite à ce protocole, ça c'est la première chose. Et le deuxième enjeu, qui à mon avis est aussi un enjeu plus important, c'est celui de faire participer les absents du protocole de Kyoto, à savoir les grands émergents, la Chine, l'Inde, et puis bon, les autres pays émergents et en développement, et puis les États-Unis qui, eux, ont signé le protocole de Kyoto, mais qui ne l'ont jamais ratifié. La conférence ne devait pas se terminer le 12 décembre, elle a été prolongée en fait de 36 heures pour arriver à un accord. Pourquoi les négociations sont-elles si compliquées? Tout simplement parce que chacun des pays a des problématiques et des enjeux très différents, avec en particulier les émergents et les pays en développement qui ont comme problématique principale la croissance économique, le développement, l'éradication de la pauvreté. Et puis de l'autre côté, les pays dits développés, l'Europe ou les États-Unis, qui, dans le contexte d'aujourd'hui, sont un petit peu fragilisés par la crise de la dette, etc. Et finalement, arracher cet accord a demandé un petit peu plus de temps et des négociations en plus petits groupes pour trouver justement un consensus. Qu'a-t-il été décidé finalement au bout de cette conférence? J'aurais tendance à dire qu'il y a trois grands résultats. Donc le premier, c'est que le protocole de Kyoto n'est pas mort, au sens où il va y avoir une seconde période d'engagement pour les pays donc de l'annexe 1, c'est-à-dire les pays développés qui sont signataires du protocole de Kyoto. Cette deuxième période doit courir de 2013 à 2017 ou 2020, ça doit être décidé l'an prochain. Et donc les pays ont jusqu'à mai 2012 pour déclarer leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça n'engage finalement qu'un nombre limité de pays. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto, donc les pays développés moins le grand absent, les États-Unis. Et puis ça va engager que les pays qui vont bien vouloir s'engager. Donc par exemple, l'Union européenne a annoncé qu'elle allait s'engager, quelques autres pays européens, la Nouvelle-Zélande aussi. Mais par exemple, le Canada, lui, a déjà annoncé qu'il ne s'engagerait pas, qu'il se retirait du protocole de Kyoto. Autre accord? Autre accord, et là c'est plus important justement, puisque là, ça engage tous les pays, et en particulier les deux principaux émetteurs mondiaux aujourd'hui, la Chine et les États-Unis. Et donc, les pays se sont engagés à travailler à la mise en place d'un protocole ou d'un autre instrument juridique à valeur légale, qui s'appliquerait à tous les pays de la Convention climat. Par contre, pour l'instant, c'est simplement une feuille de route. C'est-à-dire qu'ils se sont donnés jusqu'à 2015 pour mettre en place un instrument, et cet instrument devant prendre effet en 2020. Donc on est juste sur un calendrier en fait. On est sur un calendrier, sur un signal d'un intérêt, d'une volonté à travailler ensemble. Ce qui est, somme toute, un pas très modeste, mais aucune conférence n'avait réussi à faire ça jusqu'à présent. Le troisième point important, c'est qu'on a avancé sur la création du Fonds vert pour le climat, qui doit donc aider les pays en développement à financer leur réduction d'émissions de gaz à effet de serre et surtout à s'adapter au changement climatique. Donc là, les premières étapes sont en place. C'est un fonds qui a la volonté de mobiliser 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020.
Mais encore reste en suspens la grande question de comment on va alimenter ce fonds-là. Et donc il y a encore, si on veut, un risque d'une coquille vide. Pour beaucoup d'ONG, les conclusions de cette conférence sont très décevantes. Qu'en pensez-vous? J'aurais tendance à dire que d'abord elles sont un petit peu inespérées. On ne s'attendait pas à avoir un engagement de tous les pays à faire quelque chose, en particulier des trois grands acteurs aujourd'hui, la Chine, les États-Unis et puis l'Inde. Pourquoi? Parce que le monde est aujourd'hui pris dans la crise de la dette qui fragilise l'Europe qui était un petit peu leader sur les questions climat. Les États-Unis rentrent dans le calendrier électoral. La Chine a annoncé qu'elle voulait absolument rien de contraignant, sa croissance. Et l'Inde était un petit peu crispée sur, probablement à raison, sur l'inclusion du concept d'équité dans l'accord. Et donc finalement d'arriver à quelque chose, dans le contexte actuel, c'est un petit peu inespéré. Après, j'aurais tendance à dire que c'est encourageant. Pourquoi? Parce que ça donne quand même le signal que les pays ont la volonté de faire quelque chose. Et finalement, qu'est-ce que font des négociations? Ce n'est pas les négociations qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est des politiques nationales et même des actions à l'échelle locale. Et finalement, ces politiques, elles ont besoin d'avoir une raison d'être dans les négociations internationales, d'avoir la confiance que ce qu'on va mettre en place à l'échelle nationale ne va pas être, si on veut, ruiné par des émissions ailleurs dans le monde d'un pays qui, lui, ne serait pas engagé dans le même objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a vraiment une question de confiance, le rôle des négociations internationales, de donner une vision de long terme qu'un gouvernement ne va pas pouvoir donner, a fortiori, et puis aussi de donner finalement aux investisseurs, aux acteurs du privé et puis aux gens comme vous et moi, qu'il y a une volonté d'aller vers une société bas carbone et que donc des investissements pour réduire nos émissions, des investissements dans la recherche pour des technologies bas carbone, etc., vont probablement être profitables. Et ça, c'est un rôle important que peut avoir des négociations. Après, la question est quelle crédibilité on va donner à ces résultats d'Urban qui, pour l'instant, sont qu'une feuille de route, comme on le disait. Malgré tout, là, on constate que essayer de limiter le réchauffement à 2 degrés, ça va être compliqué, voire impossible. Est-ce que toutes ces conférences qui se sont succédées n'ont pas montré leurs limites? J'aurais tendance à vous répondre que, effectivement, par rapport aux 2 degrés, le rythme des négociations est trop lent. Pendant ce temps-là, nos émissions elles continuent de croître. 2010 a été l'année record pour les émissions de gaz à effet de serre. La concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère continue d'augmenter, évidemment. C'est un problème de stock, pas un problème de flux, le changement climatique, donc c'est bien la concentration qui compte. Aujourd'hui, on est à 390 parties par million de concentration de CO2 dans l'atmosphère. On ajoute à peu près 3 parties par million par an, sachant que le 2 degrés, si on veut avoir quelques chances de l'atteindre, enfin de se limiter à 2 degrés, il faudrait pouvoir stabiliser en dessous de 400. Donc vous voyez un petit peu l'urgence pour l'action. Et bien sûr, on a des inerties qui sont très fortes et pour lesquelles on a vraiment l'impression qu'on ne va pas assez vite. Vous avez les inerties institutionnelles là, des négociations, et puis vous avez bien sûr toutes les inerties du système socio-technique. Quand vous avez une centrale à charbon, elle est là pour 40 ans, les comportements sont lents à faire changer, etc. Donc c'est sûr qu'il y a cette question de temps qui est très importante. Deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est que ce 2 degrés? Aujourd'hui, c'est un symbole politique qui est fondé sur des raisons scientifiques, et des collègues climatologues pourraient tout à fait vous expliquer qu'au-delà, il y a des risques d'irréversibilité, de passage de seuil, etc., avec éventuellement des dommages catastrophiques. Simplement, ce 2 degrés, on ne sait pas bien si c'est 1,9, 2, 2,1, etc. Et je pense qu'on a quand même besoin d'un objectif qui soit mobilisateur. Alors, est-ce que le 2 degrés, il peut fonctionner même si il devient de plus en plus difficile à atteindre?
Est-ce qu'on va avoir besoin de le renégocier et de dire, bon, bah, finalement, on va dire 2 degrés en se permettant de passer un petit peu au-delà et puis repasser en dessous après? Est-ce qu'on va devoir dire, bon, bah, finalement, 2,5? Ou est-ce qu'on peut garder ce point-là comme un petit peu objectif mobilisateur? Et c'est une question qui est en suspens. Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'approche dans cette lutte contre le réchauffement climatique, à savoir que peut-être que les États finalement acceptent qu'il va y avoir un réchauffement climatique? Est-ce que le Fonds vert, ce n'est pas justement une façon de dire le réchauffement, il aura lieu, adaptons-nous? Alors, le réchauffement, il aura lieu, le réchauffement, il a lieu. Et il aura lieu, même si aujourd'hui on arrêtait complètement d'émettre des gaz à effet de serre, il y aura un changement climatique. Donc ça c'est sûr, et donc l'adaptation au changement climatique est une problématique importante, et le financement de l'adaptation pour les pays les plus vulnérables, qui sont aussi les pays les moins riches, est une question absolument cruciale. Par contre, il me semble qu'il ne faut pas abandonner tout objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que si on faisait ça, à ce moment-là, on ne devrait pas s'adapter à du plus 3 ou plus 4 degrés, mais peut-être à du plus 6 ou plus 8. Et on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Donc oui, l'adaptation devient importante, et je pense que les États l'ont compris, mais l'atténuation du changement climatique reste absolument cruciale. D'une manière générale, les États n'ont-ils pas d'autres priorités que l'environnement en ce moment? Peut-être la crise de la dette ou d'autres choses? Oui, bah, évidemment, et on le voit bien, le sommet de Durban est passé complètement sous silence dans les médias, et il y a des priorités de court terme, en l'occurrence la crise de la dette, de l'euro, etc., qui préoccupent bien plus le chômage, l'emploi, etc., qui préoccupent bien plus les gens et les États aujourd'hui. Il y a aussi, il me semble, des priorités de long terme qui doivent rester avant tout autre, qui sont le développement, l'éradication de la pauvreté, etc. Je pense que l'erreur, c'est un petit peu de présenter le changement climatique ou l'environnement comme une contrainte sur le développement, et non pas de voir que finalement c'est une question qui n'est pas séparable du reste, et en particulier pas séparable des problématiques de développement, alors bon, c'est un mot un petit peu galvaudé, mais des problématiques de développement soutenable. Et c'est probablement en revenant à cette question-là, et en ayant une vision plus large, en voyant la question du changement climatique avec la question de la sécurité énergétique, avec la question de la croissance, avec la question de l'éradication de la pauvreté, tout ça ensemble, qu'on va pouvoir trouver des solutions. Et bien évidemment, on voit bien qu'à Durban, ce n'était pas simplement des questions environnementales qui étaient posées, c'est des questions géopolitiques larges, c'est des questions financières importantes. Et donc, en ne regardant que par le petit bout de la lorgnette de l'environnement, ça me semble difficile effectivement de trouver une solution. Est-ce que vous estimez qu'en 10 ans, justement, les États ont progressé dans ce domaine, dans cette approche? Tout dépend quels États. Mais par exemple, on voit qu'il y a des choses à l'échelle nationale et puis à des échelles plus locales, des villes qui s'engagent, etc. Mais si la Chine, par exemple, semble réticente un petit peu sur les questions climat, par contre, elle est extrêmement préoccupée par la question de la sécurité énergétique et de stabiliser son approvisionnement énergétique pour pouvoir croître. Et que dans ce cadre-là, elle est extrêmement enthousiaste sur les technologies vertes. Aujourd'hui, c'est en Chine qu'on installe le plus d'éoliennes, etc. Et donc, il y a quand même des choses au niveau national et puis au niveau local qui avancent. La conférence de Durban vient donc de se terminer. Quelles vont être les prochaines étapes? Pour la suite du protocole de Kyoto, il y a d'ici mai les États qui s'engagent, qui vont annoncer leur réduction pour la seconde période. Pour le Fonds vert, il va y avoir la discussion de trouver comment est-ce qu'on alimente, comment est-ce qu'on finance ce fonds. Et puis pour la plateforme de Durban, finalement, ça va être des rounds de négociation pour donner un corps à cet instrument juridique qui doit s'appliquer à tous les pays. Et puis, d'une façon un petit peu plus importante, j'aurais tendance à dire, c'est finalement comment est-ce qu'à l'échelle locale et à l'échelle nationale, on va traduire ce qui se passe dans les arènes internationales en actions concrètes
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis pour s'adapter au changement climatique. Parce que ce ne sont pas des négociations internationales en tant que telles qui vont réduire les émissions, c'est bien des actions sur le terrain, concrètes, qui vont permettre d'avancer. Céline Guivarch, merci. Merci.